Bon, moi je ne sais pas s'il y a eu dialogue national. Il y a eu une rencontre entre des copains, des amis, parce que lorsqu'on parle de dialogue national, il doit avoir toutes les composantes. Je n'ai pas remarqué la présence des syndicalistes. Ils sont des maillons essentiels de la démocratie. Alors, si on a trié sur le volet des gens d'un même bord ou des gens qui soutiennent de façon aveugle tout ce qui se passe, moi je ne peux pas appeler ça dialogue national. Ça, c'est eux-mêmes qui l'ont baptisé ainsi, peut-être pour tromper certaines personnes qui ne sont pas éveillées. Parce qu'on sait que lorsque le syndicaliste apparaît quelque part, il a des revendications essentielles à formuler. Et puis, parmi certaines personnes qui sont invitées à ce dialogue, au retour de ce forum, il y en a qui ont sévèrement critiqué certains points qui n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour du dialogue. Donc, je pense que on ne s'amuse pas avec la République. La révision opportuniste de la Constitution, certains ont dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Alors, donc, pour changer une Constitution, ce n'est pas une affaire de club, c'est une affaire nationale. Hein? Et même au pire temps de la Révolution, hein, au temps de Kérékou, lorsqu'on veut mettre en place une constitution, on consulte les gens et on soumet ça à un référendum populaire. Alors ici, des gens qui sont très mal élus, et tout le monde le dit, il y en a parmi eux-mêmes qui le reconnaissent. Moi, je vais même au-delà de 1 an. Il faut faire un bilan global. Moi, j'ai dit que ma conception du dialogue, c'est pas ça. Je ne partage pas leur conception. Alors, donc, je vous ai dit, pour qu'on parle de dialogue, il faut que toutes les composantes, pas tout le peuple, nous sommes 11 millions, mais il faut quand même qu'on délègue des gens. C'est à l'issue de cette rencontre que les députés se sont retrouvés pour modifier la Constitution. On avait prétendu au début, quand ils ont été bloqués, que c'était pour donner la place aux femmes, que c'était pour installer la Cour des comptes. Mais depuis lors, la Cour n'a pas été installée, le compte n'a pas été installé malheureusement à la Cour suprême, et il a fallu la dernière fois une relance des sociétés civiles. Et puis, toutes les sociétés civiles ne partagent pas les mêmes points de vue. Bon, c'est normal. Il y en a qui sont affidés au pouvoir, il y en a qui sont indépendants, comme moi, qui parlent comme ils l'entendent. Alors, donc, c'est après ça que la Constitution a été modifiée parce qu'on avait une majorité qualifiée, artificiellement qualifiée. Alors, lorsqu'il y avait 21, la minorité de blocage, mais lorsqu'on a bloqué une première fois, une deuxième fois, le président avait la possibilité de consulter le peuple par référendum, mais il a dit non. Et donc, ça veut dire que tout est, pour moi, calculé, prémédité. Et lorsqu'on a fait les élections exclusives et qu'on a maintenant acquis la majorité, on a profité de cette aubaine pour modifier notre constitution nuitamment.
Et c'est ça que l'ancien ministre Valentin Dianotin appelle la constitution Zamenou. Donc moi je souhaite la paix pour le pays, la concorde et l'harmonie. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Et les autres, on a avalé. Vous avez vu dans quel système démocratique, vous avez vu qu'on a élu, on a dit d'élire les maires, et aujourd'hui nous avons deux sortes de maires. La légitimité est où pour ces maires-là? Il y en a qui sont élus, il y en a qui ne sont pas élus. On a modifié les lois, on a dit lois explicatives, complémentaires pour permettre aux gens d'élire, de nommer certains maires. Donc, c'est un peu la cacophonie. Donc, moi, je ne souhaite pas ça pour mon pays. Oui, vous-même, vous savez que à l'époque, l'atmosphère qu'il y avait dans le pays suite aux événements de mai qui ont précédé donc les élections législatives que d'aucuns ont qualifiées d'exclusives, le dialogue national s'était imposé. Vous savez aussi que depuis que notre pays est en train d'expérimenter la démocratie, ça fait 30 ans, nous avions opté pour le multipartisme intégral que nous avons expérimenté pendant 30 ans. Mais à l'analyse et à l'évaluation, beaucoup d'acteurs, y compris moi, ont tiré la conclusion qu'on était sur la mauvaise pente. Plus de 300 partis politiques pour ce petit Bénin. Ça veut dire qu'il y a plus de 300 idées ou opinions sur la manière de diriger le Bénin. Donc, le multipartisme intégral n'a pas permis au Bénin de forger une nation. Ça a contribué à l'émiettement de la classe politique, à diviser les Béninois. On avait des petits partis, micro-partis, de familles, de clans. Et l'essence des partis politiques, selon la Constitution, qui est l'animation de la vie politique. Et aussi l'essence de tout parti politique qui est de conquérir le pouvoir d'État, puis de l'exercer, n'a jamais été chose faite au Bénin. Vous voyez que les partis politiques sont dans l'animation de la vie politique, mais à l'arrivée, c'est des quidam, milliardaires, qui descendent dans l'arène et qui prennent le pouvoir. Des outsiders, comme on les appelle. Donc, la démocratie béninoise était une démocratie anormale. Et les acteurs ont dit, après l'évaluation, il faut mettre un terme à cela. Mettre un terme à cela, c'est réformer. Pour favoriser le regroupement des partis politiques. Non pas d'interdire le multipartisme intégral, mais créer des conditions qui permettent que les partis politiques se regroupent. Pour qu'on ait des partis forts, à ancrage national. C'est cela la réforme du système partisan. Beaucoup d'acteurs politiques ont commencé à le dire longtemps avant que le président Talon n'arrive au pouvoir. Et même en 2015, dans le discours d'investiture du président Oumbédi, alors, président de l'Assemblée nationale, il avait eu à le dire que, au constat fait sur la pratique du multipartisme dans notre pays, soit on réforme, soit les partis politiques disparaîtront. Donc, le chef de l'État actuel a eu la même vision. Et l'exécutif et l'Assemblée nationale, voyant dans la même direction, et tous les acteurs politiques de notre pays ont été conviés pour que nous réformions. Et nous avons réformé le code électoral. Nous avons mis des conditions pour permettre que les partis se regroupent. Une nouvelle charte des partis politiques a vu le jour. Et cette charte des partis politiques a créé des conditions pour qu'on soit parti politique.
dans le code électoral, nous avons mis des conditions pour permettre de faire le tri. Tous les acteurs étaient d'accord. Mais à la première mise en œuvre de ces lois, quand le code électoral et l'achat des partis politiques traditionnels, entre griffes, n'ont pas pu se tirer d'affaire. Certains ont échoué au ministère de l'Intérieur parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur récépissé. D'autres ont passé le cap du ministère de l'Intérieur mais ont échoué à la Sénat, n'ont pas pu aller aux élections. Certains sont allés aux élections, n'ont pas pu avoir les 10% qu'il faut pour pouvoir prétendre au partage national. Donc voilà ce qui a été appelé comme étant le ferment de la crise entre griffes. À l'arrivée, nous n'avions que 2 partis politiques qui ont pu se tirer d'affaire pour se représenter à l'Assemblée nationale. Et vous savez, tout ce qu'il y avait eu dans le pays en mai 2019, à la suite de ça, comme on devait encore aller aux élections communales, les acteurs ont commencé à dire, et si on se retrouvait? Parce que dans un pays, lorsque les filles et les fils d'un même pays, à un moment donné, n'arrivent plus à parler le même langage, lorsqu'ils ont des difficultés à se parler, à voir dans la même direction, qu'est-ce qu'on fait? On dit, l'arbre à pas là. Il faut s'asseoir pour discuter. Parce que dans le dialogue, jaillit la lumière. On ne refuse pas de dialoguer. Quand on veut construire un pays, il faut toujours dialoguer. Et c'est cela, le dialogue convoqué par le chef de l'État actuel, où 11 partis politiques avaient été représentés. Ce dialogue a couché des recommandations tant à l'égard du chef de l'État, l'exécutif, qu'à l'égard de l'Assemblée nationale. À l'égard du chef de l'État, il lui avait été demandé de prendre une loi pour amnistier tous ceux qui avaient été impliqués dans les événements de mai 2019, de créer les conditions pour que l'Assemblée nationale puisse prendre certains tests. Il est vrai que l'Assemblée nationale est une institution à part, mais l'exécutif et le Parlement collaborent. Donc le chef de l'État a joué sa partition. L'Assemblée nationale a joué sa partition aussi parce que certaines des recommandations devaient aboutir à la prise d'un certain nombre de lois. Et l'Assemblée nationale a pris des lois, a joué sa partition. Au nombre des recommandations, c'est-à-dire, il était dit qu'il fallait retoucher encore le code électoral que nous avions adopté, que nous avions amené aux élections législatives. Il fallait retoucher le code pour y insérer des dispositifs encore retenus par le dialogue national. Par exemple, le parrainage, insérer le parrainage. Par exemple, diminuer la caution que les gens avaient qualifiée de faramineuse. On avait mis 250 millions de caution, vous savez. Les députés ont joué leur partition pour ramener cette caution pour les présidentielles à 50 millions, comme ça a été dit, et aussi pour insérer le parrainage. Donc, si je fais le point de la mise en œuvre des recommandations du dialogue, je peux dire, mais oui, toutes les recommandations du dialogue national ont été mises en œuvre. Maintenant, est-ce que ces recommandations ont produit leur effet? Alors, à la suite de l'adoption du nouveau code, nous sommes allés aux élections communales. Nous sommes allés aux élections communales. On a appliqué ce nouveau code. Et encore à l'arrivée, vous avez vu ce que ça a donné. Le nombre de partis politiques qui ont pu tirer leur épingle du jeu, 5 partis politiques ont pu participer à l'élection communale. Mais 3 ont pu avoir des élus, à savoir l'Union progressiste, le Bloc républicain et aussi les FCBE. Le PRD et l'UDBN qui ont pu franchir le cap de la Sénat n'ont pas pu avoir d'élus communaux à cause de l'application du faramineux taux
de 10% de suffrage au plan national, parce que une des dispositions dit que lorsque vous n'avez pas 10% au plan national de suffrage récolté, vous ne pouvez pas participer au partage des sièges au niveau communal. Donc voilà, ça veut dire que nous avons mis en œuvre le code consensuel, que je peux l'appeler parce que ce code est l'accouchement du dialogue national, c'est ça. On y a mis des recommandations du dialogue national. Et l'ensemble des partis politiques qui étaient au dialogue national ont approuvé ce code en l'état. Donc voilà, nous voici encore tendant vers les élections présidentielles où nous allons expérimenter pour la première fois un des dispositifs qui a une recommandation du dialogue national, qui est le parrainage. Et ça fait jaser encore déjà. Mais je rappelle que ça a été une des recommandations du dialogue national pour diminuer les cautions. Et ce qui a été fait. Et beaucoup d'acteurs politiques dont je suis en train de voir, je sais que lorsqu'on avait mis les cautions à 250 millions, à l'époque, eux, ils avaient suggéré que ce soit plutôt le parrainage. Qu'on opte pour le parrainage pour diminuer les cautions. Par la suite, le dialogue national est allé dans ce sens. Donc, nous allons encore expérimenter le parrainage pour les élections. Et moi, je pense que ces élections se passeront bien. C'est ce que je puis dire. Nous pouvons dire que nous sommes dans une phase de l'histoire de notre pays, de notre démocratie. Certains peuvent qualifier cette phase de ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que chaque peuple a son histoire. Chaque nation a son histoire. Nous aussi, nous sommes en train d'écrire notre histoire. Les grandes nations que nous voyons aujourd'hui, les États-Unis, la France. Moi, j'ai eu à le dire à l'ambassadrice des États-Unis qui a eu le plaisir de me recevoir au nom de mon parti, l'Union progressiste. Je lui ai demandé aux États-Unis, je sais que vous avez plusieurs partis politiques, mais comment se fait-il que à chaque élection, si ce n'est pas, le président n'est pas issu des démocrates, il est issu des républicains. Ça, c'est leur histoire, ça. Ils sont parvenus à cela. On ne peut pas dire qu'ils ont commencé comme ça. Mais nous aussi, j'ai dit, nous aussi, nous voulons vous ressembler. Pour qu'un jour, on parvienne à cette stabilité-là. Pour qu'il n'y ait pas 1000 idées de vouloir gouverner un pays. Donc, nous sommes fiers de ce qui se passe. Et nous pensons que d'ici quelques années, nous aussi, notre démocratie sera stabilisée. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les turbulences d'un parcours normal. Un avion qui prend un vol va traverser des zones de turbulence, mais il finira par se stabiliser et avoir un vol paisible jusqu'à l'atterrissage. Moi-même, je suis convaincu que pour la crédibilité des élections qui viennent, il faut qu'il y ait pluralité de candidatures. Donc, les parrains potentiels que nous sommes, les députés et les maires, au niveau des partis politiques que nous discutons, nous allons parrainer des candidats pour qu'on ait une pluralité de candidats. Encore qu'il faille que ces candidats-là aient de bons projets de société pour notre pays, soient sérieux, parce que l'objectif de la réforme du système partisan, c'est de crédibiliser la classe politique, c'est de crédibiliser les élections présidentielles pour que nous n'ayons plus des plaisantins. Alors, qu'ils aillent à la rencontre des parrains potentiels et discutent avec eux, les convaincre de leur projet de société. S'ils sont sérieux, ils seront parrainés. Nous aurons plusieurs candidats. Nous irons aux élections présidentielles. Parrainer quelqu'un ne veut pas dire que je le soutiens pour faire campagne avec lui, mais je l'autorise à être candidat. Donc, on a dit qu'il faut qu'un candidat ait au moins 10% de l'ensemble total des parrains potentiels. Qui est 16, il faut qu'il ait au moins 16 parrains, maires et députés réunis, ou l'un ou l'autre. Alors, si un candidat a déjà 16, donc on en donnera encore à d'autres, jusqu'à ce qu'on ait plusieurs candidats. Un candidat n'a pas besoin d'avoir 50 parrains ou 100 parrains. S'il il arrive à réunir les 16, ça lui va. Donc, on parrainera encore d'autres. Moi, je vous dis que ces élections seront des élections plurielles. Il n'y aura pas unicité de candidature. On aura plusieurs candidats à cette élection, mais pas comme avant.
peut-être 3, peut-être 4, 5 au plus. Hein? Ça, c'est mon souhait. Et j'espère bien que ce sera une fête qui va permettre que le Bénin tourne encore une page de son histoire. Nous élirons un nouveau président qui va prendre les rênes du pays pour encore 5 ans à partir de 2021. Bon, mais on a eu ce qu'on a voulu avoir, puisque ce dialogue, en réalité, ce n'en était pas un, puisque lorsqu'on parle de dialogue, il s'agit de discuter ou d'échanger avec les personnes avec lesquelles on pense avoir des divergences. On ne dialogue pas lorsqu'on est, disons, de la même école, lorsqu'on partage la même opinion, lorsqu'on vient de la même grande famille, sauf si dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas. Je crois que c'est un mot, disons, un peu trop fort. Ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on appelle dialogue. Peut-être ce serait préférable de l'appeler dialogue alibi. Parce que, en fait, si on a parlé de dialogue, c'est parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Et ceux qui ont parlé de dialogue ont effectivement atteint leur objectif. Mais pour la nation, il n'y a pas eu de dialogue que tout le monde attend. Je parle non seulement des politiques, je parle aussi et surtout de la société civile et du monde social, du monde des travailleurs. Parce que le dialogue que tout le monde attendait n'est pas un dialogue pour aboutir à la modification du cadre institutionnel. C'est un dialogue pour mettre tout le monde à l'aise, pour que le pays parte sur des bases nouvelles qui incluent tout le monde, non seulement pour la politique, mais aussi pour le social et pour le développement économique. Voilà ce que je peux vous dire. Il n'y a pas eu de vrai dialogue. Il y a eu un dialogue à Libye qui a permis à ceux qui voulaient provoquer des modifications institutionnelles d'atteindre leur objectif, et ça, ils l'ont atteint. Si vous parlez d'objectifs atteints, ceux qui ont parlé de dialogue ont atteint leur objectif. Mais le peuple béninois n'a pas atteint ses objectifs de paix et de développement. Je crois que vous avez bien fait de poser la question de quelles leçons on peut tirer. Il ne faut pas penser qu'il y a des gens quelque part qui se croient intelligents et qui veulent donner des leçons aux autres. Je parle de ma modeste personne, parce que, en fait, ceux qui ont fait le dialogue à Libye connaissent la réalité de ce qu'on peut faire si l'on veut parler de dialogue. On ne peut rien leur apprendre. Parce que si vous prenez la question comme si, en parlant, on sera comme le prophète, on a la prétention de vouloir apprendre quelque chose à quelqu'un, je vous dis, c'est faux. Ceux qui ont fait ce premier dialogue à Libye connaissent très bien ce qu'on veut, ce qu'on peut faire si l'on veut servir l'ensemble du peuple, si l'on veut améliorer les conditions de tout le monde. Personne ne peut leur apprendre, il faut seulement leur rappeler que le vrai dialogue reste nécessaire pour la paix, pour que nous ne connaissions pas les turbulences que connaissent les autres pays. Si dialogue il y a encore à refaire, et il est urgent. Les femmes l'ont demandé en tant qu'homme, peut-être vieil homme, je le demande avec insistance. Nous avons besoin rapidement de nous entendre sur l'essentiel. Il ne s'agit pas de continuer à ruser. À force de ruser, on est obligé toujours d'accuser les autres de ce qui nous arrive en mal. De grâce, un peu, arrêtons de ruser avec notre peuple. Parlons-nous enfin sérieusement et discutons de nos problèmes
sérieux. Oui, mais est-ce que vous avez vu une différence entre les municipales et les législatives? C'est même pire. Parce que les législatives se sont passées dans un climat d'exclusion. On a dit que tout doit être fait pour que tous les partis qui le souhaitent puissent aller aux élections. Vous avez vu que ce qu'ils ont ajouté, avec la nécessaire, disons, marge de 10% qu'il faut avoir. Avant, c'était seulement sur le plan national pour les élections nationales. On a introduit ça dans les élections locales avec la même marge sur le plan national. Le résultat que vous avez vu, c'est quoi? C'est que des partis qui sont majoritaires dans certaines localités n'ont pas pu gérer cette localité. C'est ceux qui sont minoritaires dans la localité qui en sont devenus les gestionnaires. Où est l'inclusion? Quand je vous dis que c'est un dialogue alibi, c'est pour atteindre des objectifs. Et l'objectif final est là, aujourd'hui, où on doit élire le président de la République. Tout ça a été mis en place pour avoir un Parlement qui exclut la réelle majorité, qui est l'opposition. Des communes qui excluent la majorité. Vous croyez que tout ça a été fait pour que cette majorité prenne le pouvoir exécutif au présidentiel? C'est pour ça que, même si je dis que le dialogue reste nécessaire, je ne vois pas ceux qui ont fait ces alibis-là changer quoi que ce soit pour aller au présidentiel. Et ce qu'on a inventé maintenant, c'est le parrainage. Le parrainage a donné par ceux qui sont élus dans l'exclusion. Quel est le rationnel qui peut conduire celui qui a mis tout ça en place à faire en sorte que ce dialogue empêche sa réélection? Vous y croyez? Moi, j'y crois pas. Si vous croyez au miracle, tout le reste, c'est de la comédie. C'est de la ruse. Et il vaut mieux comprendre et prendre son parti. Moi, je veux bien qu'un miracle se produise, mais je ne crois pas. Parce que l'alibi de ce dialogue, on vous parlera, on a dialogué, on a fait des histoires. Même si on fait sauter le verrou du parrainage, ce sera une grosse épine enlevée des pieds du peuple, oui. Mais ce n'est pas la seule épine. Il y en a beaucoup d'autres et il ne faut pas rêver. Moi, j'aime pas rêver. Et je ne vais pas parler pour que les gens se mettent à rêver. Je ne suis contre personne. D'abord, il ne peut pas être question que je sois opposant. Opposant de quoi? Opposant de qui? Mais si dire les choses franchement et honnêtement s'assimile à l'opposition, tant mieux. Ça veut dire que le pays n'aime plus la vérité et on va en prendre acte. Il faut très rapidement, et le chef de l'État peut encore le faire, mais ce serait un miracle. Ce serait un miracle s'il le faisait. Il peut encore très rapidement réunir ce qu'il y a d'essentiel dans notre pays. En opinion politique, je ne vais pas parler de parti politique, en opinion politique, en société civile et dans le monde social. On n'a pas besoin d'être des centaines de personnes. Avec une bonne trentaine de représentations nationales, il peut tenir un dialogue inclusif qui peut permettre d'aller à ces élections pacifiques et d'envisager le devenir économique et social du Bénin dans la sérénité.
Je résume tout, parce qu'il faut tirer les leçons de ce qui se passe dans notre environnement. S'il veut tirer les leçons, tant mieux. Nous, on a d'autres armes que ce que nous disons, les propos que nous tenons, et ne passons pas être des génies en proposition. Nous parlons selon notre bon sens et nous savons que nous n'avons aucune chance d'être écoutés. Mais nous le disons quand même en présentant toute notre déférence à ceux qui sont chargés de décider.